Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale, c'est RCF et nous sommes le mardi 3 mars, à moins de 15 jours des municipales, alors que la France tente de ne pas paniquer face au coronavirus. Le Premier ministre annonçait samedi à l'Assemblée nationale qu'il allait recourir au 49.3 pour faire passer sans vote la réforme des retraites, une réforme qui avait mis dans la rue pendant des mois des milliers de Français. Suite à cette décision, 2 motions de censure ont été déposées. Elles seront examinées cet après-midi par les députés. Quant à l'intersyndicale, CGT, FO, Solidaire, FSU, CFE, CGC, elle appelle aujourd'hui à se mobiliser pour protester contre ce recours au 49.3. Fabrice Angéli, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des secrétaires généraux confédéraux de la CGT. Nous vous avions déjà reçu en décembre. Aujourd'hui, quel est le mot d'ordre pour la CGT et l'intersyndicale? Aujourd'hui, sur ce 3 mars, mardi 3 mars, c'est de riposter à ce qu'il y a un déni de démocratie, c'est-à-dire la déclaration du 49.3 par le Premier ministre, c'est-à-dire donc l'adoption en première lecture, je précise, en première lecture seulement, du projet de loi retraite, sans vote et en clôturant la discussion au Parlement, donc au déni citoyen, puisque la majorité de l'opinion est défavorable à ce projet de loi de retraite par points, au déni, de la démocratie sociale, puisque majoritairement les organisations syndicales sont également opposées à ce système de retraite par points et souhaitent l'amélioration de notre système actuel. On ajoute aujourd'hui le déni de la démocratie parlementaire. Et donc aujourd'hui, c'est de dire ce 3 mars, stop, ça suffit à ce déni démocratique, à cette avancée vers l'autoritarisme. Mais le 49.3 ne clôt pas la procédure parlementaire ni la mobilisation sociale. Alors, vous parlez de déni démocratique, le 49.3, c'était un article de la Constitution. Et puis, notre Premier ministre n'est pas le premier, loin de là, à l'utiliser. Je crois qu'ils l'ont quasiment tous utilisé. Oui, déni démocratique, pourquoi je vais l'expliquer. Donc je dis, on est dans une loi on a discuté depuis un projet de loi qui discute depuis 2 ans, donc ni simple du reste, ni compréhensible, mais qui est largement aujourd'hui contesté par les organisations syndicales, par la population. Et ça, on n'en tient pas compte. Et déni démocratique, on n'est pas allé jusqu'au bout, alors que le gouvernement a une majorité... donc une majorité imposante, même s'il y a beaucoup de défections, et il y en a encore aujourd'hui de parlementaires. La République En Marche a une majorité donc imposante au Parlement, et on pouvait aller au bout de la discussion. Qu'est-ce qui fait qu'on doit discuter en 15 jours d'un projet de loi qui va impacter la vie de tous nos concitoyens sur plusieurs dizaines d'années, quoi. En même temps, vous savez qu'au rythme où on en était, avec tous ces milliers d'amendements déposés par l'opposition de gauche, il aurait fallu des semaines pour arriver au bout de ce texte. Oui, mais on parle d'un projet de loi structurant, entre guillemets, on dirait déstructurant, en matière de protection sociale, de sécurité sociale pour des millions de nos concitoyens, femmes et hommes dans ce pays, qui va s'étaler sur les décennies à venir, qui va vraiment impacter. En fait, c'est un projet de société, quoi. Et donc ça, on n'est pas à une semaine. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce calendrier autant restreint pour faire passer ce mauvais coup? Il est là le problème. On pouvait se donner les moyens de discuter et de remettre à plat ce projet contesté. Et nous, on a des propositions, on les a mis sur la table du reste, on a des propositions pour améliorer le système actuel. Fabrice Angéli, vous avez suivi, j'imagine, les débats au Parlement. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, ce débat au Parlement, moi, j'ai pas trouvé de réponse apportée aux questions que tout le monde se pose, y compris un fait significatif, c'est que le 49.3 tombe alors qu'on venait juste discuter des régimes spéciaux, mais qu'on n'abordait pas la question, entre guillemets, de l'âge d'équilibre ou encore de la valeur du point sur lequel le gouvernement a du mal à nous donner une réponse claire, y compris en se basant sur des indices pour l'évolution de la retraite qui n'existe pas. Donc nous, ce qu'on voit, c'est on voit un gouvernement qui est aux abois, des parlementaires qui savent pas trop... C'est ça que ça nous dit du gouvernement, le 49.3, oui. Ce qu'il dit, c'est la fébrilité du gouvernement qui aujourd'hui donc renonce à convaincre parce que son projet ne le convainc pas et donc il veut vaincre par la force. Comment est-ce que l'action syndicale et l'action politique se complètent-elles pour vous ? Parce que là, on voit bien, vous avez commencé, après les parlementaires ont continué, puis vous reprenez le combat, c'est ça ? C'est un va-et-vient ? Non, c'est pas ça ? Non, c'est il y a donc le temps parlementaire, le temps politique, entre guillemets, on est chacun sur notre registre. Le temps politique n'est pas le relais du temps syndical, du temps de la mobilisation. Il y a des mobilisations tous les jours, sous diverses formes. Il y a des grèves, il y a des retraites au flambeau. Le passage au Parlement n'a pas interrompu cette mobilisation. Alors les médias en parlent
concrète quand même. Les médias en parlent moins. Elle a d'autres formes. C'est la faute formes. des médias ? Elle a d'autres formes. Non, mais après, on se focalise sur l'actualité qui était le débat. Je le disais, elle a pris d'autres formes. Et prendre d'autres formes, qui n'est pas la grève des transports, par exemple, mais qui sont des grèves plus sectorielles et des mobilisations, des interpellations des parlementaires, des déploiements dans les entreprises pour aller sensibiliser les salariés qui n'ont pas encore participé au mouvement. Tout ça, c'est de l'action. Fabrice Andjei, ce recours au 49.3, finalement, c'est pour vous l'occasion de resserrer les rangs et de relancer la mobilisation ? Je le dirais pas comme ça, je dirais pas comme ça. Ce que j'ai vu, moi, donc ce 49.3 a suscité des mobilisations spontanées. Je pense aujourd'hui, dans un très grand nombre de villes, il y aura des mobilisations donc devant les préfectures, devant les sous-préfectures. Mais je le disais à votre question précédente, la mobilisation, elle perdurait, y compris pendant ces périodes de vacances scolaires étalées. Ça n'échappera à personne, puisque ça fait 1 mois et demi de vacances scolaires, lorsqu'on prend bout à bout les différentes zones de France. Donc la mobilisation, elle était présente, mais ça peut permettre un regain, et il ne devra pas échapper non plus qu'un communiqué intersyndical pointe une date forte, le 31 mars, que nous préparons. Ce sera ça le point d'orgue de la mobilisation sociale ? Pas le point d'orgue, c'est une étape. C'est une étape dans un processus, et il y aura auparavant la journée donc de lutte pour les droits des femmes autour du 8 mars, où là on va pointer forcément la question de la retraite, puisque contrairement à ce que dit le Premier ministre du gouvernement, ce sont des grandes perdantes d'un régime à points qui pénalisera les périodes de précarité et d'arrêt de travail. Donc on a cette date-là. On a aussi à la CGT, on lit enjeu environnemental, enjeu social. Pour nous, les 13 et 14 mars sont une autre date de mobilisation. Fabrice Andjei, donc vous nous avez donné un certain nombre de dates de mobilisation. Vous vous sentez repartir pour des semaines de mouvement social et de grève ? Vous ne croyez pas que les Français sont fatigués ? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que les Français soutiennent toujours la mobilisation, donc sont toujours opposés à ce projet du gouvernement. Et la sagesse, c'est que le gouvernement donc écoute les propositions de la CGT. Il est toujours temps. On a mis nous des propositions sur la table pour améliorer le système, à savoir la question d'égalité professionnelle et salariale femmes-hommes. C'est 6,5 milliards de cotisations pour les caisses de retraite. C'est la question de l'augmentation aussi des salaires. Là aussi, c'est lorsqu'on augmente de 5%, on a donc 15 milliards dans les caisses de sécurité sociale. Si on augmente les salaires, on augmente forcément les cotisations. Forcément, mais on a aussi, donc on pense forcément à la précarité, à la pénibilité, donc revoir la pénibilité par métier et non pas sur un compte individuel. Donc c'est des départs anticipés, parce que la pénibilité, c'est avant tout des inégalités d'espérance de vie à la retraite et en bonne santé. Et il faut résoudre ça à côté de la prévention et pas donc derrière la prévention. Fabrice Andjei, Force ouvrière vient d'annoncer son retrait de la conférence de financement, cet financement pour équilibrer le financement des retraites. FO dénonce les conditions dans lesquelles se déroulent ces discussions et principalement le fait que le Premier ministre ait par avance écarté toute hausse des cotisations. Vous, à la CGT, vous en êtes où ? Vous vous sentez bien dans cette conférence de financement ? Écoutez, la CGT donc, a dit, on a été clair dès le début, qu'on n'irait pas discuter de nouveaux régimes que l'on conteste. Par contre, qu'on irait donc faire des propositions pour améliorer notre régime actuel, pour prendre en compte la situation des jeunes. Par exemple, la prise en compte vous mettez vos propositions sur la table, mais vous ne discutez pas avec ceux qui sont en face de vous ? Mais on veut discuter autour de ces propositions-là, puisqu'on était sur une conférence de financement. La première chose, c'était de démontrer que, et on l'a fait, on a été la seule organisation à y être allé avec un expert, un économiste, pour démontrer que le supposé déficit est artificiel parce que fabriqué par un assèchement des ressources de la sécurité sociale, et notamment donc pour la retraite, pour les régimes de retraite. Donc ça, c'était le préalable. Et deuxièmement, on est allé, vous voyez, on est constructif, on va le dire comme ça, on est force de proposition, on est allé faire des propositions pour améliorer le système actuel. C'est la prise en compte des années d'études pour les jeunes, c'est le retour au calcul pour le privé des 10 meilleures années, et non pas les 20. Donc voilà, c'est la remise en cause de tout ce qui a donc mis à mal, détérioré notre système de retraite, qui est aujourd'hui sur ses fondements un des meilleurs au monde. On le voit sur le taux de pauvreté des retraités, qui est largement en deçà en France que les autres pays qui ont mis en place, comme la Suède, des régimes par points. Donc on a dit au gouvernement, saisissez la balle au bond, discutons de ce projet-là sérieusement, et on prendra le moment venu, on exprimera notre décision. Pour vous, on n'a pas besoin d'un nouveau système de retraite, on doit conserver le nôtre tel qu'il est. On doit conserver les fondements
Je vais donner la suite, pas tels que les fondements tels qu'ils sont. Et Par contre, améliorer. Le fondement, c'est les cotisations, c'est un fondement solidaire, hein, c'est la cotisation de l'ensemble des salariés qui financent la retraite, et c'est pas une individualisation, puisque le système par points, c'est une individualisation, c'est donc on va avoir la retraite qu'on est capable en clair, de pouvoir se constituer, même si c'est pas encore, c'est un tremplin à la capitalisation. Mais ce que je veux dire, les fondements, c'est une retraite. La capitalisation. Oui, mais c'est un des tremplins, parce que lorsque pour les cadres, par exemple, on va donc abaisser donc le plafond, hein, sur lequel les cotisations sont versées. Lorsqu'on va l'abaisser, donc à 10 000 euros par mois environ, on va du coup favoriser un appel d'air pour capitaliser, pour se constituer une meilleure retraite. Mais ce que je veux dire, voilà, nos fondements donc, qui sont pérennes, c'est revenir à une retraite à 60 ans, même par les travaux pénibles. C'est possible la retraite à 60 ans? Aujourd'hui, on a les moyens? Mais on l'a chiffré, c'est ce qu'on a posé. Oui, bien sûr, c'est possible et c'est nécessaire. Parce que ça implique quoi? Ça implique donc de travailler mieux, de travailler moins et de travailler tous. Et ça, c'est bien aussi pour l'environnement, puisque ça permet donc de lutter contre le réchauffement climatique aussi, cette mesure-là. Mais oui, c'est possible et ça coûte sur la table 70 milliards et on a donné les pistes de financement pour le faire. Donc je disais, c'est l'âge de départ légal à 60 ans, mais qui est respecté, qui n'est pas qu'un repère. C'est partir avant pour les travaux pénibles, revisiter parce que la pénibilité s'est accrue et a pris d'autres formes. C'est de comptabiliser les années d'études pour les jeunes, puisqu'on rentre de plus en plus tard dans la vie active. C'est 27 ans, hein, en moyenne, l'âge d'un CDI. Donc toutes ces situations, il faut les prendre en compte. C'est aussi la question des indépendants. Et nous, on demande que les plateformes comme Deliveroo, par exemple, on a créé des syndicats, cotisent. Et c'est 500 millions de plus pour financer les retraites. Donc on a chiffré, on n'a pas été démenti. C'est 70 milliards. C'est 70 milliards. Et on peut les financer. C'est moins que les 130 que prévoit le gouvernement sans rien toucher. Fabrice Angeli, c'est pas en race gratis, là, tout ça, on peut tout avoir, tout est possible? Non, c'est une autre répartition des richesses dans le pays. C'est de faire revenir sur le travail, pour l'appeler comme ça, ce qui aujourd'hui est parti vers le capital. Lorsqu'on prend la valeur, aujourd'hui, les richesses créées, elles partent de plus en plus donc vers la rémunération des actionnaires, vers tout ce qui est le capital, et de moins en moins vers les rémunérations des salariés et vers tout ce qu'on appelle la sécurité sociale, le salaire différé. La promesse de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, d'une réforme d'un système de retraite pour aller vers plus de justice sociale où 1 euro cotisé donnerait les mêmes droits pour tous, vous n'y avez jamais cru? Non, là, la justice sociale, je ne la vois pas trop dans ce système-là. Moi, je vois qu'au contraire, lorsqu'on aura donc des carrières hachées, on subira des pénalités. Et vous savez, il y a quelque chose qui est frappant. On nous dit que justement le système à points, c'est mieux pour les carrières hachées, non? Oui, c'est tellement mieux que vous voyez dans l'étude d'impact, et c'est le Conseil d'État qui le dit, qui met en cause un petit étude d'impact, sur les cas qui sont pris, vous n'avez aucun cas qui prend la situation des femmes avec des carrières hachées. Aucun. Donc on voit bien que s'il n'y a aucun cas, il y a quelque chose qui est troublant. C'est qu'on est bien sur une pénalisation des carrières hachées, et notamment pour les femmes qui en sont les premières victimes. C'est les principales salariés qui sont en temps partiel imposés, c'est celles qui ont les plus bas salaires. Vous savez, lorsque vous cotisez 1 euro, lorsque vous cotisez à égalité, lorsque vous avez un petit salaire, vous allez moins cotiser que quelqu'un qui a un salaire plus élevé. C'est mathématique, quoi. Donc, il n'y a pas de justice en la matière. Par contre, il y a aggravation des inégalités parce qu'on nie la pénibilité. On va faire en sorte que les gens travaillent plus pour avoir un revenu de pension minimum. Voilà, y compris la fameuse promesse des 1 000 euros. Aujourd'hui, le président lui dit même que ce n'était pas possible pour les agriculteurs. Et puis, je rappelle que c'était ce qu'on oublie sur une carrière pleine, à définir, c'est quoi une carrière pleine, entière, et payé au minimum au SMIC, ce qui n'est pas le cas d'une grande majorité des précaires aujourd'hui dans ce pays. Fabrice Angeli, il n'est pas trop tard? Tout n'est pas déjà bouclé, on vient de voir, le 49.3 vient d'être décidé, donc ça y est, c'est plié à l'Assemblée nationale. Non, le 49.3, c'est en première lecture à l'Assemblée nationale. La loi n'est pas adoptée là, et je rappelle même qu'une loi adoptée, on peut y revenir dessus. Ça a été la situation du CPE, par exemple, où la loi a été votée et qui n'a pas été appliquée de la part de la mobilisation sociale. Donc le temps de la mobilisation est loin d'être fini. Il n'y a peut-être pas une majorité aussi large qu'on a actuellement. Le temps de la mobilisation est loin d'être fini. Hein. J'ai pointé la date du 31 mars, mais comme une étape. Hein. Et le processus parlementaire lui-même est loin d'être fini. Ça va passer au Sénat, il ne faut pas l'oublier. Là, le Sénat, il n'y a pas de 49.3. Vous y croyez encore? Plus que jamais. Nous, on pense que le 49.3, c'est un signe de très grande fébrilité du gouvernement.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a écrit au Premier ministre une lettre pour dénoncer les dérives dans le maintien de l'ordre en France lors des manifestations contre la réforme des retraites. En France, Fabrice Angeli, les libertés syndicales sont menacées ? De manière grave. De manière grave ? Oui, je dirais de manière grave. Enfin, ma réponse en termes de gravité, oui, elles sont menacées et ça c'est grave. Donc on le voit aujourd'hui, on a donc des tas de salariés qui sont convoqués à la RATP ou par la direction d'EDF par exemple. On a donc une criminalisation de l'action syndicale. Ça c'est très clair. Et on le vit au quotidien. On a aussi là c'est ce qui relève des grandes entreprises et du gouvernement, mais on a aussi donc des pressions des entreprises, des entraves au droit de grève. Donc on le voit donc au quotidien, cette menace qui plane sur le droit de grève, y compris on veut faire des lois. Il y a une proposition de loi qui était donc au Sénat par rapport au transport. Donc oui, on a le cumul qui fait qu'on va vers de l'autoritarisme. On a ces pressions sur l'entrave au droit de grève, sur la liberté syndicale. On a donc du maintien de l'ordre qui se pose dans des conditions très particulières quand même. Lorsqu'on regarde, on n'est pas les seuls à avoir dénoncé le nombre de blessés sur des manifestations, l'usage d'armes considérées de guerre dans d'autres pays. Oui, ce sont des phénomènes graves, avec des interdictions y compris de manifester dans les centres-villes. Merci beaucoup Fabrice Angeli. Je rappelle que vous êtes l'un des responsables de la CGT en France. Aujourd'hui, vous êtes l'un des secrétaires généraux confédéraux, c'est comme ça qu'on dit chez vous, à la CGT. Merci et vous appelez aujourd'hui à se mobiliser contre le 49.3. Merci beaucoup. Merci à vous.